centre à l'ouest. C'est tout de suite dans Ça manque pas d'air, générique. Et je commence l'émission aujourd'hui en cuisine, mais pas n'importe quelle cuisine, ce sont les cuisines du Centre interprofessionnel de formation des apprentis, le CIFA d'Auxerre, qui forme chaque année plus de 1100 jeunes de 15 à 25 ans. Du CAP au BTS, le centre propose plus de 30 formations qualifiantes, diplômantes et rémunérées. On l'entend, c'est la cloche, c'est l'heure du retour aux cours. Ici, il y a des cours justement dans 5 secteurs de formation. La mécanique, la vente, l'esthétique et la coiffure, l'hôtellerie et la restauration. La devise de l'établissement, c'est travailler en apprenant et apprendre à travailler pour apprendre à travailler. Alors aujourd'hui, là, je passe dans la cour. Nous allons particulièrement parler de cuisine puisqu'il y a 2 élèves de l'établissement qui ont remporté lundi dernier un trophée culinaire, le trophée Raymond Vaudard, qui remercie, qui donne un trophée à 2 élèves, Alexis et Gaëtan. Bonjour. Bonjour. Oh là là, ils sont là avec leur trophée, chacun le sien plus un gros. Bonjour. Alors parlez-nous de ce trophée, les garçons. Ça consiste en quoi? Le trophée Raymond Vaudard Avenir, c'est pour les jeunes, c'est en binôme. Je vais pas dire cuistot, je vais me faire gronder. Un cuisinier. Un cuisinier. Et un maître d'hôtel. Parlez-nous de cette épreuve et comment ça s'est passé. Donc l'épreuve, c'était sur une sélection nationale en demi-finale. Donc seul le cuisinier était en lice pour la demi-finale. Oui. Donc je me suis qualifié pour la finale. Ensuite, il fallait que j'aille à la finale avec un serveur. Donc j'ai choisi Alexis, qui est aussi mon meilleur ami dans la vie. Et pour la finale, donc on a dû réaliser vraiment sur un binôme un saumon en cuisine et un dessert à base de poire et de chocolat. Alors Gaëtan, ça c'est pour votre partie. Alexis, en quoi ça consiste la deuxième partie du binôme en hôtellerie? C'est savoir mettre en place, mettre sur l'assiette? Alors déjà pour commencer, j'avais 1h30 en tant que comique de Gaëtan en cuisine. Oui. Voilà. Puis après, j'avais une table de prestige qui devait rappeler ma région, la Bourgogne, donc, plus des épreuves de connaissance de produits et une épreuve qui était tirée le matin même au dernier moment au sort, qui était un filetage de dorade. Un filetage de dorade. Voilà. Alors c'est quoi un filetage? C'est enlever les arêtes? C'est un découpage si vous préférez. D'accord. Voilà, on avait la dorade entière, il fallait la dresser sur une assiette, désarrêter. Voilà. Gaëtan, quelle est la principale difficulté de ce genre de concours côté cuisine? Côté cuisine, c'est très souvent dans des concours, dans des finales nationales de ce niveau, c'est souvent des techniques assez à l'ancienne qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui l'habitude de faire. Et donc il faut beaucoup s'entraîner pour réapprendre ou apprendre tout simplement les techniques qui seront attendues au concours et qui sont ancestrales, on va dire. Pas trop de stress le jour J au Havre lundi, là comment on se sent? Un petit peu au début parce qu'on était quand même les jurys, c'était en grande majorité des meilleurs ouvriers de France, donc c'était un petit peu difficile au début, mais une fois qu'on s'est lancé avec Gaëtan, on est parti à fond dedans et voilà. Et à fond. Vous étiez 140 candidats? Au début, oui. Donc en demi-finale, il y a eu 140 dossiers de reçus. Ils en ont sélectionné 8 sur les 140 et 8 à disputer la finale donc au Havre lundi. On n'attendait pas le CIFA d'Auxerre dans une telle épreuve. A priori, c'est souvent des établissements de haut de gamme et ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez en finale et que vous gagniez, encore mieux. Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent un concours qui a l'habitude d'avoir comme finaliste des grandes écoles, on va dire. Donc nous, on était déjà un petit peu le petit poussé en arrivant. Et on a mis toutes nos chances de nos côtés avec les formateurs, avec les entreprises de Lyon, les restaurateurs, l'Amicale des cuisiniers de Lyon, beaucoup de professionnels qui se sont engagés à nos côtés pour justement rivaliser et c'est ce qui a fait la différence, je pense. Alexis, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, je pense que c'est le tandem qui fonctionne bien aussi, on m'en a parlé. Voilà, c'est le binôme qui a joué beaucoup. Le fait qu'on se connaisse bien, on a
On a eu quelques petits soucis là-bas sur place, mais on se connaît très bien avec Gaëtan. On a su bien s'organiser, bien rebondir facilement, du fait aussi qu'on est en apprentissage. Ouais. Et donc on a l'habitude tous les jours de devoir rebondir. C'est ce qui nous a aussi sûrement pas mal aidé. On va en parler justement avec Coralie Viratel. Bonjour, Bonjour. Vous êtes l'enseignante. Alors pas côté cuisine, Côté service. Côté service. Voilà, et la responsable du département hôtellerie. Voilà. Expliquez-nous, qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné selon vous? Alors déjà, les jeunes nous ont fait la surprise puisque c'est eux qui sont à l'initiative de ce concours, Ouais. parce qu'on n'a jamais participé. Et c'est vrai que ce qui a fait la force, c'était le binôme. Et c'est vrai que participer à un tel concours, c'est beaucoup de pression. Et puis, bon, on aurait pu casser une belle amitié. On a gagné, tant mieux, mais ça aurait pu être l'inverse. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur, c'est beaucoup de pression pour les jeunes. Et c'est se mettre à nu, hein, le jour de concours, c'est remettre en cause un petit peu leurs compétences. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a eu la chance de faire 2 entraînements au CIFA, d'être énormément aidés par les chefs de cuisine, avec les conseils, les maîtres d'hôtel aussi qui sont venus les coacher. Et c'est vrai que c'était très important pour les jeunes. Oui, Gaëtan, vous travaillez chez une pointure du département quand même. Oui, voilà, je travaille à la Côte Saint-Jacques chez Jean-Michel Laurin. Oui, d'accord. Ça aide aussi, Ça aide j'imagine. aussi. Hein. C'est vrai que Monsieur Laurin l'a énormément aidé, et il s'est entraîné également à la Côte Saint-Jacques. Hein. Ouais. C'est vrai que c'était important ça. On verra Monsieur Lamoureux, Lamoureux. Il va tenter de m'initier tout à l'heure à la main, à la pâte. C'est votre prof de cuisine. Tout à fait. C'est souvent que vous participez à des concours dans le CIFA, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors c'est vrai que le CIFA fait de nombreux concours, quel que soit le métier, en coiffure, beaucoup en boulangerie, en pâtisserie également. Nous, en hôtellerie, c'est notre première participation à ce concours et c'était une surprise parce qu'on ne connaissait pas les épreuves, on ne connaissait pas un petit peu également le niveau. Et puis, mais on fait régulièrement les concours du meilleur apprenti de France pour le côté cuisine et pour la salle. Depuis quelques années, on fait la Coupe Georges Baptiste. Voilà. C'est important pour les élèves de se confronter à des concours. Ça met les 2 pieds dans la réalité encore plus que la formation en alternance. Oui, et puis c'est une reconnaissance de leur savoir-faire. Et puis pour eux, c'est vrai que c'est pour leur curriculum plus tard, c'est des belles cartes. Hein, c'est très bien. Est-ce que ça va leur permettre d'aller encore plus loin? Je pense. Bon, alors on a fait l'essai, donc on disait pour Gaëtan bientôt le MOF, meilleur ouvrier de France. Ah ouais. Et puis pour Alexis aussi, donc c'est vrai que ça serait très bien. Bon les garçons, on suivra ça de près, on reviendra au CIFA pour vous j'espère et puis pour les suivants. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose quant à nous de retrouver notre feuilleton suite de la thématique de la semaine. Cette fois-ci c'est toujours notre tableau de Gustave Courbet qui se met à descendre l'escalier du musée de Besançon pour regagner le camion. On regarde tout de suite. Un simple film étendu sur la toile. Dernière petite attention avant l'étape la plus spectaculaire, la descente vers la sortie du musée. Au pied de l'escalier, le tableau fait déjà son entrée dans les collections d'Orsay via son accompagnatrice. Alors c'est le moment de la transmission de l'œuvre là. Maintenant il est sous votre responsabilité. Maintenant voilà, je le ramène à la maison. Oui. Vous dites vous le ramenez à la maison, effectivement c'est à la maison. Le temps qu'on nous on le garde et on le conserve et qu'on y fasse attention. Voilà, la durée des travaux de réhabilitation et de rénovation du musée des Beaux-Arts. Et ça veut dire que vous êtes dans le camion jusqu'à ce qu'il arrive à Orsay? Tout à fait. Je ne le quitte pas. C'est votre bébé? C'est mon bébé. Je vais là où il va, donc voilà. Juste les retours de 15. À l'extérieur, c'est carrément une grue qui attend le Courbet.
pour aider au chargement dans le camion. Camion évidemment climatisé et sécurisé. Le chauffeur va prendre un itinéraire pas habituel qui va être télécommandé directement par le satellite. Nos bureaux sont directement branchés sur le camion et on saura point par point où il se trouve le camion. Et s'il y avait le moindre souci, vous avez la possibilité de le bloquer s'il y avait une attaque, s'il y avait... Écoutez, on ne parle pas de soucis. On a complètement oublié tous ces soucis. Les soucis, c'est le tableau est dans le camion, on va partir. On n'a plus de soucis. Ce soir, la Lali du Cerf dormira dans un entrepôt sécurisé. Demain au petit matin, il sera livré à Paris, au musée d'Orsay. Et voilà, suite et fin de notre feuilleton. Demain, le tableau aura regagné Paris, il me semble. Nous en sommes, nous, au deuxième plateau. J'accueille cette fois-ci mes deux invités dans le cadre toujours de notre semaine Emploi et Handicap. Je vous ai promis de parler théâtre aujourd'hui. Il s'agit de théâtre en entreprise. Pour en parler, Jacques Chambon, bonjour. Bonjour. Donc, vous travaillez pour... un théâtre, mais un théâtre qui est une entreprise. Voilà, en l'occurrence, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Guichet Fermé, dont la spécialité, c'est le théâtre d'entreprise, le théâtre à destination des entreprises, non pas pour animer un arbre de Noël, mais plutôt pour permettre à une entreprise de communiquer sur un sujet, un produit, une politique de management. Et en l'occurrence, ce qui m'amène ici, c'est une pièce qui a été écrite par Guichet Fermé, par moi, et pour Guichet Fermé, autour de la problématique de l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise. Il s'agit du Petit fauteuil de Raymond qui sera joué donc ce soir. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez écrit cette pièce, comment vous vous êtes mis en immersion, comment vous avez... Alors en fait c'est une commande au départ, c'est une commande d'un club qui s'appelle Entreprise et Handicap, qui est un club qu'on retrouve dans pas mal d'endroits en France. Et là c'était le club Entreprise et Handicap de l'Isère qui nous avait demandé de travailler sur le sujet. C'est des gens qui sont des ressources humaines ou du médico-social des entreprises qui travaillent depuis longtemps et qui travaillaient depuis longtemps sur la problématique de l'insertion des personnes handicapées et qui voulaient créer un outil un peu ludique, un peu pédagogique, et ils ont pensé au théâtre d'entreprise. Et un jour, je reçois un coup de fil de Guichet Fermé qui me dit eh ben écoute Jacques, tu vas écrire une pièce, une comédie sur l'insertion des personnes handicapées. Et j'avoue que j'étais pas du tout un spécialiste. Pour moi, handicapé, c'était quelqu'un dans un petit fauteuil, ça s'arrêtait à peu près là. Et c'est les gens de ce club Entreprise Handicap, des gens donc des ressources humaines, des infirmières, des médecins du travail, qui m'ont aidé, qui m'ont nourri de la matière qui a permis d'écrire la pièce. En fait, c'est des gens qui se battent au quotidien dans les entreprises et au-delà de leurs entreprises, puisqu'ils se sont fédérés pour faire avancer les choses. Alors il y a un contexte réglementaire, mais il y a aussi des freins psychologiques, des freins comportementaux, et c'est là-dessus que j'ai voulu travailler dans la pièce qui s'appelle Le Petit fauteuil de Raymond. Vous l'abordez avec beaucoup d'humour, mais c'est vraiment le reflet de la réalité. Et est-ce que vous ressentez une différence avec avant et après? Quand vous avez présenté la pièce, l'idée c'est d'en discuter après? Voilà, alors en fait la pièce est un outil pédagogique, un outil de prise de conscience, c'est en aucun cas un outil de prescription ou de recommandation, on n'a pas la légitimité pour ça, mais en tout cas c'est un outil qui permet de poser le débat, de se poser les questions sans tabou, sans précaution de langage qui sont un peu trop souvent utilisées quand on parle de handicap, et du coup ça permet de poser les choses et de dire aux gens, voilà, on vient de vous montrer 35 minutes de théâtre, de comédie, où on a pu rire de la problématique, maintenant à vous de prendre le sujet à bras le corps et puis de discuter entre vous, entre entreprises, entre collaborateurs d'une même entreprise, pour savoir comment on peut avancer et pas seulement avancer pour être dans le vert vis-à-vis de la GFIP ou des cotisations nécessaires. Voilà. Monsieur Lodolo, je me tourne vers vous. Vous êtes, vous, le directeur, président de la Maison des Entreprises. Directeur, excusez-moi, de la Maison des Entreprises de Lyon. C'est vous qui avez fait appel à Guichet Fermé. Qu'est-ce que vous attendez de cette pièce, justement ? Écoutez, nous sommes les représentants du monde de l'entreprise et il y a beaucoup de discours sur le handicap et l'entreprise, sur la nécessité qu'ont les entreprises de prendre des travailleurs handicapés. Et les discours, c'est une chose, les discours d'intention en sont une autre. On cherchait un moyen un peu pédagogique de faire comprendre aux chefs d'entreprise et de fédérer autour d'eux en fait tous les acteurs qui entourent les travailleurs ou les salariés handicapés. Et il nous a trouvé que cette pièce de théâtre était un bon moyen de communiquer. D'une part parce que la vie c'est un théâtre et que le fait de parler de cette problématique avec de l'humour, sur un ton un peu décalé, nous a permis d'être quelque chose qui permettait de fédérer autour de nous. Voilà. Vous, c'est votre mission au quotidien, l'emploi, le handicap, c'est pas seulement pendant cette semaine thématique. Vous intervenez pour les entreprises, vous les conseillez,
au niveau du club entreprise et handicap de Lyon? Oui, alors on a notre rôle, c'est un rôle de conseil auprès d'entreprises bien entendu, et aussi sur cette thématique qui est la thématique du handicap. Et nous intervenons pour aider les entreprises, notamment pour faire de la prescription sur des adaptations de postes de travail, etc., pour les aider aussi à trouver leur chemin dans le dédale réglementaire qui puisse exister, et pour en fait essayer de battre aussi un certain nombre de préjugés, d'idées préconçues. Il n'y a pas forcément égalité entre handicap et baisse de productivité. Il n'y a pas correspondance entre handicap et puis absentéisme. Ouais. C'est tout à fait faux. Il y a même un niveau d'implication que quelquefois nous trouvons absolument incroyable. Donc on est là pour aider les entreprises à leur faire comprendre que embaucher un salarié handicapé ou le maintenir dans l'emploi, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose qui est une vraie opportunité. Ce sera le mot de la fin et j'invite tout le monde à venir voir ce soir à la Maison de l'Entreprise. Il y a 200 personnes qui viennent dans le cadre d'un cycle de conférences entreprises et sociétés. Et je crois que ça va être très intéressant et on remercie d'ailleurs la compagnie à guichet fermé pour la pièce de théâtre. Merci à vous. Je vous propose de regarder un sujet avec quelqu'un qui force le respect aussi. Il a su dépasser son handicap au travers du sport. Oh là là, c'est un marathonien, regardez. J'y arriverai mieux après. Franck Paget est sur le départ pour Pékin. Mais avant de s'envoler pour la Chine et les championnats du monde de paratriathlon, il peaufine sa préparation sur une course locale par équipe. À ses côtés ce jour-là, son copain d'enfance avec qui il peut mettre en place la tactique de course. Le plus important, ça va être la grosse bosse à Port-Gelais. Lac. Et on pense bien celle-là, j'ai tout. Après, on est bon. Mais à Pékin, sur le site olympique, il sera seul pour affronter plus de 100 concurrents dans sa catégorie sur un parcours de 750 mètres en natation, 20 km à vélo et 5 km à pied. Je cours dans une catégorie qui est vraiment extrêmement difficile, handicap de bras. C'est-à-dire que moi il manque le bras gauche, mais je suis avec les mêmes personnes à qui il va manquer juste une main, 3 doigts ou l'avant-bras. Donc forcément dans l'eau, ils vont me prendre déjà beaucoup. Même si je les rattrape à vélo, je vais me mettre dans le rouge et quand il faut partir à pied, c'est encore plus dur. Donc c'est ce que je veux faire comprendre à beaucoup de gens, c'est qu'il faut gérer tout ça. Ils sont en train de mettre un coefficient en place pour que ça soit vraiment équitable pour tout le monde. Le triple champion du monde de duathlon prépare aussi les mondiaux de la discipline en octobre en Espagne. Puis le 5 novembre, il disputera à Las Vegas les championnats du monde de paratriathlon longue distance. Des échéances importantes et un programme d'entraînement très intensif. Et sous le regard attentif de sa fille Ninon, Franck fait aussi des rêves olympiques. Le paratriathlon étant depuis novembre 2010 validé comme discipline olympique, tout est permis. C'est validé depuis l'année dernière. On est tous super contents, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, les sélections, les critères de sélection, sur quelle base ils vont nous sélectionner, combien de courses faudront faire, combien ils vont en prendre par catégorie, on ne sait pas. Après, tant que j'aurai le niveau, le potentiel pour y arriver, j'essaierai vraiment de décrocher cette sélection pour les Jeux paralympiques d'été. C'est vrai que c'est mon but, mon rêve. À 42 ans, Franck Paget n'en a donc pas fini avec le triathlon. La Chine, l'Espagne, les États-Unis en 2011, avant Rio en 2016. Vaste programme. Eh bien, j'en ai profité pour rejoindre les cuisines et Jean-Marie Lamoureux, donc le prof de cuisine. Jean-Marie, qu'est-ce que vous m'avez réservé? Bonjour Amélie. Bonjour. Au programme, je pense qu'on peut se permettre de te faire pocher un œuf. D'accord. Un œuf frais, et puis on va faire une technique particulière qui sera de tourner les pommes de terre, tourner des légumes. D'accord. Tu vas voir, c'est facile. Bah oui, c'est facile. Alors, en ce qui concerne l'œuf, c'est de l'eau vinaigrée. Donc il suffit simplement de prendre l'œuf, de le casser dans cette petite saucière. Jusque-là, tout va bien. Et l'avantage, tu vois, c'est de glisser le récipient le plus près possible de l'eau, de façon à ce que celui-ci glisse sans que le blanc s'étale. D'accord. Vas-y. Alors, casser un œuf. On va commencer comme ça. Moi, j'ai besoin d'un bord. C'est bien. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, jusque-là, on parie que je mets de la coquille dedans. Voilà, très bien. Ouais. Ça, on va le mettre à la poubelle. Je le mets à côté de l'autre. Voilà, tu le glisses à côté. Alors le plus près possible, en essayant. Voilà. Hop, très bien. Jusque-là, tout va bien. Après, alors pocher. Après, à l'aide de l'écumoire, on va ramener le blanc autour du jaune, ouais. Voilà, de façon à ce que le blanc enveloppe bien ton œuf. D'accord. Alors j'y vais. Moi, je suis gauchère. Donc pour les œufs en moirette, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Il faut pas qu'ils se collent à l'eau. Alors ne le retourne pas trop. Ah, je le retourne pas. Je ramène juste un peu le blanc. Là, ça va. Alors là, on a un frémissement important. Il ne faut pas que ça boue.
Et pendant ce Vous temps, posez cela 1 minute 30 de cuisson. De cuisson. On va pouvoir tourner les pommes de terre. Tourner les pommes de terre. Alors, c'est pas faire des frites. C'est pas tout à fait faire C'est des faire frites. quoi? Alors en fait, l'objectif il est là Mhm. et le produit de base il est là. D'accord. Alors, Ok. il faut ovaliser. Ovaliser. En fait, on retrouve un petit peu la forme ovoïde de l'œuf. D'accord. Il me reste 1 minute. Alors, il faut Alors. que j'apprenne vite. Hein. Tiens, je t'en fais un rapidement. Hop. Regarde. Allez, Hop. un œuf. Hop. Comme à Pâques. Tu D'accord. vois Super. Alors surtout, tu n'entames pas trop le légume. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. On ne rigole Le pas, produit, Gaëtan. c'est ça. J'en prends une. Hop, c'est parti. Alors, vous voulez manger une patate? Moi, j'ai jamais regardé mes patates dans l'assiette. Je vous promets que maintenant, C'est pas je mal. regarderai à quoi elles ressemblent avant de les manger. C'est pas si mal. Gaëtan, on ne rigole plus. Voilà, une patate ovoïde. Pendant ce temps-là, faut pas que j'oublie mon œuf, c'est ça? C'est Gaëtan, pas mal. regarde les œufs s'il te plaît. C'est pas mal. Ah, on l'a fait C'est pas pas tout mal. à fait arrondi. Alors, les œufs, on y va. Il me reste 10 secondes pour sortir mon œuf. Allez. Celui-là, il est Vas-y, bien? prends-le. Allez. Ah, c'est moi qui le prends. Ah bah bien sûr. D'accord. Hop, attention. J'en profite pour vous lancer la séquence suivante. Regardez mon œuf, il est parfait. C'est pas mal. J'en profite pour lancer le coup de pouce. Il concerne les Restos du Cœur. On regarde tout de suite. Les Restos du Cœur de Besançon ouvrent leurs inscriptions lundi prochain. La campagne hivernale débute le 28 novembre. Pour la première fois à Besançon, 2 centres d'accueil seront ouverts aux personnes en difficulté cet hiver. Le centre 1 rue Édouard Belin, quartier de Planoise, face à l'hôpital Mainjose. Ligne de bus 10. Téléphone 03 81 50 75 92. Le nouveau centre est situé au 6 rue des Vafières Sud, sur la zone de Tise-Chaleuzeul. Ligne de bus 35. Téléphone 06 83 61 89 13. Et j'ai rejoint le plateau et mon dernier invité coup de cœur, il s'agit du président du comité régional handisport de Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Allez, rapidement, on rentre dans le sujet. On va commencer par se jeter des fleurs. Je crois que le sport, l'handisport, va très bien en Bourgogne. On est même en pointe dans quelques domaines. Oui, je vous remercie beaucoup. On va rester à notre niveau. On est un petit comité régional. On essaye de faire preuve d'ingénierie et de dynamisme avec des projets novateurs comme le 6 décembre prochain à Beaune, le trophée régional des jeunes enfants handicapés scolarisés, avec un magnifique partenariat unique en France avec le rectorat de Bourgogne. On remercie d'ailleurs monsieur le recteur, monsieur Dovissa. Un partenariat très conséquent, un partenariat aussi très fort avec le conseil régional de Bourgogne. Et dans le cadre de la semaine de l'emploi, on remercie nos partenaires, puisque nous n'avons pas besoin de sensibiliser des entreprises. Ce sont les entreprises qui viennent vers nous, notamment EDF Bourgogne, Orange, que ce soit même la CRAM, pour qu'on puisse leur donner des CV afin qu'ils puissent embaucher des travailleurs handicapés et tout simplement des sportifs handicapés. Vous avez un domaine de prédilection, vous y tenez particulièrement, c'est que les jeunes enfants soient intégrés en cours de PS dans les écoles. Oui, depuis 2004, nous avons créé un dossier européen dans le cadre de l'année européenne de l'éducation par le sport, afin de permettre aux élèves enfants handicapés, bien évidemment, d'intégrer les cours d'éducation physique. Et avec le rectorat, depuis 2004, nous avons une relation qui est vraiment très forte avec eux et on leur en remercie beaucoup. Combien de disciplines handisport en Bourgogne à peu près? Nous avons 38 disciplines à peu près au niveau de la Bourgogne pour plus de 1500 adhérents. Vous me disiez que votre mission dépassait largement le cadre du sport, puisque vous suivez des jeunes tout au long de leur parcours. Ils viennent vers vous aussi pour leur formation professionnelle. Oui, nous suivons les enfants dans le cadre du sport, bien évidemment, notre mission prioritaire, mais nous débordons facilement, que ce soit au niveau de l'aspect médical, ou de l'aspect au niveau des transports, et l'accès au niveau de l'emploi, puisqu'on a des jeunes enfants, notamment je pense à Safia Paillard, une jeune élève de terminale qui est partie en contrat d'apprentissage professionnel avec EDF Bourgogne et qui aujourd'hui est titulaire d'EDF Bourgogne. Donc c'est toute une filière aussi que l'on développe et on remercie nos partenaires par rapport à ceci. Vous avez 30 secondes. Est-ce qu'il y a des besoins, des choses qu'on peut encore faire pour vous aider, des appels d'entreprise justement ? Les appels d'entreprise, tout en sachant que déjà au niveau des collectivités, au niveau des conseils généraux, on nous a promis une embauche sur une personne sourde. C'est un versant qu'on aimerait énormément développer. Et puis le dernier vœu qu'on pourrait faire, c'est d'avoir votre présence pour les enfants handicapés le 6 décembre prochain à Beaune. Ce serait un immense honneur pour nous et un magnifique coup de projecteur surtout pour eux et pour notre rectorat de Bourgogne. Et nous vous remercions beaucoup.
Eh bien, nous aussi, on vous remercie. Ce sera la fin de cette émission, la fin du sujet. Quant à moi, je vous retrouve demain à Dijon. Nous continuerons de parler emploi et handicap avec un job dating dédié aux personnes handicapées. Bon après-midi à tous et à demain. Bonjour, petite offensive nuageuse pour ce jeudi. Les conditions anticycloniques d'hiver persistent, même si l'anticyclone s'est un peu décalé, permettant à une perturbation d'entrer sur la France et de progresser vers notre région. Mais elle a pratiquement perdu toute activité et se disloque, n'occasionnant que des arrivées nuageuses qui laissent juste échapper un peu de bruine ou quelques gouttes de pluie ici ou là depuis ce matin. Amélioration cet après-midi et un espoir d'éclaircies plane pour tous. Les brouillards peu épais en matinée, contrairement au jour dernier, se lèvent assez rapidement, y compris en plaine de Saône. Quelques poches pourraient faire localement toutefois un peu de résistance. Malgré des arrivées nuageuses encore, en cours d'après-midi, des éclaircies souvent belles se développeront dans la Nièvre et l'Yonne, en Côte d'Or et au sud de Saône-et-Loire et à l'est Saône-et-Loire. Les éclaircies s'annoncent en revanche limitées. Elles perceront à travers un voile un peu brumeux. Les températures en légère hausse, notamment à l'est, évolueront de 7 degrés à Dijon, à 13 à Auxerre, Clamecy ou Nevers, 12 prévus par Météo France à Sens et Châtillon, 11 à Mâcon, 10 pour Autun. Demain, au lever du jour, les températures s'annoncent homogènes et positives. 2 à 3 degrés sont annoncés sur l'ensemble de nos départements, 3 par exemple du côté de Dijon. Demain, les brouillards de retour s'annoncent épais et généralisés. L'évolution sera une fois de plus favorable à l'ouest Bourgogne. Des éclaircies se développeront, alors qu'à l'est, en Côte d'Or et au nord-est Saône-et-Loire, même schéma que les jours précédents, les grisailles s'accrocheront. Les températures seront à peu près stables.